toutes et à tous. Un grand merci d'être ici à BDX.io. J'espère que vous passez un bon moment. J'étais pas prévue dans le planning ce matin, donc un grand merci de quand même passer votre petite tête, juste pour rappeler qu'aujourd'hui, on ne va pas parler proxy. Je préfère qu'on soit OK. Aujourd'hui, on va parler de rendre l'agilité aux développeurs et aux développeuses. Donc voilà, c'est mon combat de femme quotidien. Voilà pourquoi je suis ici. Est-ce que ça parle à certains et certaines le livre dont vous êtes le héros? Ouais. Vous avez tous connu ça? Je préfère quand même préciser pour ceux que voilà, ils découvrent. Ce sont des livres qui existaient dans mon jeune âge il y a un petit peu longtemps et qui consistaient à faire vivre des aventures à un héros ou une héroïne sur la base de choix faits tout au long. Donc on se posait des questions et puis généralement on laissait parler notre petit côté sadique. Est-ce qu'il y a des sadiques dans la salle? Ouais, je compte sur vous. Et ben donc on va faire la même chose aujourd'hui. On va faire vivre une aventure à notre héroïne. D'abord, petite préface. Un grand merci à BDX.io, aux orgas qui sont là avec nous dans la salle, qui nous chouchoutent en tant que speakers et participants. Donc ça, c'est vraiment cool. Merci à eux. Un grand merci aux sponsors, sans qui on ne serait pas là non plus aujourd'hui. Et maintenant, le pourquoi de cette histoire. En fait, les premières scènes que j'ai écrites là-dessus, ça date d'il y a un peu longtemps, le monde d'avant, en 2019, où je m'apercevais que dans mes accompagnements d'équipe, en fait, on faisait face un petit peu toujours, lors de transformations, qu'elles soient agiles ou pas, à la même souffrance de la part des équipes de développeurs et développeuses. Et pas que eux d'ailleurs, même toutes les parties prenantes, les clients, les managers, les testeurs, bref, les ops aussi, tout ce petit monde-là était touché. Et tristement, j'ai fait le même constat il y a quelques mois, quelques semaines, quelques jours. C'est toujours d'actualité aujourd'hui dans les équipes. Donc tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est non seulement du vécu, mais pas que de moi. Et j'espère pas de votre côté. On s'en parlera après. Sous prétexte d'auto-organisation, d'autonomie, qui est très réclamée dans le monde de l'agilité pour ceux qui connaissent, qui est un petit peu forcée et demandée, réclamée aux équipes, on va s'attendre à ce qu'elles génèrent toujours plus efficacement, toujours plus rapidement, mais sans forcément donner les moyens. Donc on va voir ça un peu plus tard. Donc c'est un vrai cri d'alarme de ma part, une revendication. Vous avez vu qu'il y a 2 points d'exclamation dans le titre, et c'est voulu. Aujourd'hui, je vous présente seulement 6 scénettes. Il y en a 150 milliards de possibles. D'ailleurs, je suis preneuse de vos retours, de ce que vous vivez aussi au quotidien, peu importe votre rôle dans l'équipe, même si vous êtes d'ailleurs à l'extérieur de l'équipe, ça m'intéresse. Les personnages avec qui on va jouer aujourd'hui. Donc il y a Lily, qui est une développeuse React, qui a 2 ans d'expérience et qui aujourd'hui a décidé de changer de boîte. Et il va y avoir nous, vous et moi, lecteurs. On va prendre tour à tour différentes casquettes pour faire vivre justement des aventures à Lily. La petite histoire. Donc Lily va intégrer une nouvelle entreprise. Ça fait 2 ans qu'elle est développeuse React. Elle veut se challenger un petit peu. Et elle va intégrer un nouveau poste chez SeaCool. C'est une ESN, un petit peu moins cool que Abside. Et son objectif, c'est d'intégrer une toute nouvelle équipe qui a pour but de fournir un site à un client qui s'appelle Todo et qui est spécialisé dans la vente de masques. Je mettrai à jour ce use case un peu plus tard. Donc elle est super motivée, Lily. Elle a passé avec brio tous les entretiens. Elle a hâte de commencer, de faire ses preuves et de montrer que sa nouvelle entreprise SeaCool a eu raison de la choisir. Donc elle arrive le premier jour. Rappelez-vous votre premier jour. Et elle s'adresse à vous, manager. Vous mettez votre casquette de manager, c'est bon, vous l'avez? Et elle vous demande par quoi je commence. 2 choix s'offrent à vous. Le premier, est-ce que vous choisissez de la faire commencer immédiatement, le temps c'est de l'argent, allez go on y va, ou vous prenez le temps de faire les présentations à son équipe, à son environnement. Qui choisit le 1? Il n'y a aucun sadique dans la salle? Alors je vais reposer la question autrement. En vrai, ces 3, 4, 5 dernières années, comment vous avez été reçus dans vos missions, dans vos nouvelles entreprises, dans votre nouvelle équipe? Parce que je ne veux pas croire que je suis la seule à avoir ramassé des gens à la petite cuillère le premier jour, la première semaine ou le premier mois.
A priori, ça parle à des gens. Donc de toute façon, c'est moi qui la zapette. Donc c'est moi qui vais jouer le rôle de la sadique. Tant pis, je vais faire vivre des aventures un peu tonitruantes à Lily. On va choisir de la faire commencer immédiatement. C'est pas un choix si sadique que ça. Parce qu'à son premier jour, Lily, elle a déjà son PC. Elle a déjà son user et son mot de passe qui fonctionnent. Et elle a accès à la documentation qui existe. Donc on est plutôt quand même gentil. C'est pas le cas tout le temps. Donc Lily, elle va s'intéresser à la documentation. Et la documentation, aussi belle soit-elle, aussi fournie soit-elle, c'est humainement logique qu'elle ne soit pas toujours à jour. Il y a toujours un peu de flou, il y a toujours un oubli, ou il y a toujours des choses soumises à interprétation. Et c'est normal. Mais donc Lily, elle aimerait bien pouvoir lever ces zones de flou et demander à quelqu'un qui sait, qui a la réponse, comment s'en sortir toute seule. Sauf que rappelez-vous, on n'a pas fait les présentations. Et puis son équipe, je ne sais pas si vous savez, si vous connaissez ce genre de fonctionnement, mais son équipe, elle est en télétravail. Donc elle n'est pas là. C'est pas grave. Lily, elle est super motivée, je vous rappelle, son premier jour. Elle va toquer à la porte d'à côté, se présenter à l'équipe qu'il y a, et demander s'ils ont l'information sur la documentation. Ah bah non, désolé, on n'est pas la bonne équipe. Va regarder une autre doc, peut-être que ce sera là. Bon, mais Lily, elle trouve toujours pas sa réponse. Donc elle retente. Elle va checker dans une autre équipe. Et là, l'équipe lui dit, bah, tu connais pas les process ? Bah non. Quel process ? Bah c'est facile. Regarde dans la documentation. Donc là, je vous laisse imaginer l'état de la pauvre Lily au bout de sa première journée. Des fois, ça met un peu plus de temps. Mais quand vous récupérez quelqu'un en pleurs lors de son premier jour, c'est peut-être un signe que ça ne s'est pas très bien passé. Tout ce que j'ai mis en encadré bleu, c'est des phrases réellement entendues. Je suis nulle, j'y arriverai pas, au secours. Mais heureusement, vous avez fait le bon choix dès la première aventure. On n'est pas ce type de manager. On va se rendre disponible et on va faire les choses dans l'ordre. On va effectivement présenter Lily à son équipe, à son environnement et sur le projet sur lequel elle va travailler. Donc on présente Lily. Bonjour Lily, je te présente Jack, le testeur intégrateur de l'équipe. Je te présente Dave, le product owner, et Chris, la tech lead back-end. Et c'est un échange. Donc c'est-à-dire que l'équipe, idéalement, elle est présente. Voire même, elle va déjeuner avec Lily lors de son premier jour. Vous avez connu, non ? Les premiers jours, vous êtes tout seul, sans gamelle, sans rien, aller devoir chercher une adresse autour pour aller manger. Moi, j'ai connu. Et dans les échanges, ça va dans les deux sens. L'équipe aussi, elle, a besoin d'être rassurée quand il y a une nouvelle personne qui arrive dans une équipe. On parle de tout, on parle de qui va faire quoi, on parle de notre stack préféré, on parle de l'outil qu'on n'aime pas, et on parle projet. On va parler aussi avec quel client, quel utilisateur on va travailler, etc., etc., etc. On peut mettre du perso si on veut, c'est pas obligatoire, mais on crée du lien. En faisant ça, on a mis une première pièce dans la construction de l'identité de l'équipe. Ça se fait clairement pas en une seule journée. Par contre, si vous loupez la première journée, sortez les rames pour après. En termes de confiance en soi, non seulement Lily, là, elle sait qu'elle a fait le bon choix, que c'est bien là qu'elle veut bosser et avec ces personnes-là, mais aussi pour l'équipe. Quand vous rajoutez une nouvelle personne ou que vous enlevez une personne d'une équipe, c'est une nouvelle équipe qui a à reconstruire. Même si on pourrait penser que non, il n'y a pas trop de changement. Donc c'est aussi important de rassurer l'équipe qui était déjà en place. Et enfin, sentiment d'appartenance, quelque chose qui est très important pour la suite, notamment au niveau de la motivation, partir au front ensemble. Si ça, vous ne faites pas, encore une fois, vous allez sortir les rames par la suite. Donc bravo manager, vous faites d'excellents managers. Vous avez rendu une première clé à votre équipe agile. Équipe agile ou pas d'ailleurs, à partir du moment où vous travaillez en équipe, je pense que ce sont des choses qui sont importantes à faire. Deuxième scénette. Maintenant qu'on s'est présenté la documentation, les outils, les rôles, les objectifs, on va partir sur notre première itération. Et déjà, lors de cette première itération, on a un petit souci avec un des outils. C'est pas l'IDE, c'est pas l'outil qui sert à versionner les sources, c'est l'outil qui sert, je ne sais pas si vous connaissez,
à suivre les actions qui sont faites sur un projet, sur un produit. Donc je ne vais surtout pas faire de publicité, on va l'appeler Girafe. Peut-être que ça vous parlera. Et cet outil-là, c'est compliqué pour l'équipe parce qu'il y a une grosse marche à monter au niveau administratif et surtout, elles n'ont pas la main dessus. Donc, dans les besoins qu'elles ont opérationnellement, elles ne s'y retrouvent pas. Heureusement, dans l'entreprise, il y a ce qu'on appelle un pilote transverse ou un PMO ou un directeur de projet en fonction des entreprises dans lesquelles vous travaillez. Elle va pouvoir poser sa question. Écoute, on perd un temps immense à remplir cet outil-là. Est-ce que tu nous autorises, en contrepartie, à faire des compromis, mais à utiliser un autre outil qui serait vraiment utile pour nous opérationnellement? Vous avez votre casquette de pilote transverse? Vous choisissez de continuer comme on a toujours fait. L'outil en question, il coûte cher. Donc, on va amortir les licences. Ou bien, OK, allez-y tester, mais moi, en échange, je veux quand même mes indicateurs transverses. À qui c'est arrivé de pouvoir choisir son outil en vrai? Oh, bravo, je veux le nom de l'entreprise, du coup. On en parlera après. Mais en vrai, alors, quand même pour la petite histoire, la première étape, ça a été de demander les droits administrateurs sur l'outil Girafe, qu'on n'a pas eu parce que vous pensez bien que d'un niveau sécurité, c'est très grave si on change une fonctionnalité ou la vélocité de l'équipe d'à côté. Vous pensez bien. Donc non, il a fallu amortir les licences et continuer d'utiliser l'outil en question. Donc allons-y. Alors, les champs sont figés. On ne peut pas en rajouter, je vous le rappelle. Donc, dans quelle case, moi, en tant que testeur, je peux rajouter cette information pour que ça parle et sans détruire les indicateurs transverses qui seront créés automatiquement sur ce champ-là. Par exemple, impossible dans ce cas-là d'utiliser un champ existant parce que ce champ existant va être calculé automatiquement pour quelque chose après. Donc soit j'ai le choix de pourrir le suivi transverse, mais moi, je fais mon suivi opérationnel, soit l'inverse, je respecte ça, je ne mets rien dans le champ, mais du coup, moi, ce que j'ai besoin de suivre, je vais faire un lien Excel, je vais faire un lien vers un notepad. Voilà, pas top. Pourquoi je ne peux pas rajouter ce champ-là? Réponse tout à l'heure, tu n'es pas administratrice. Il nous faudra un niveau de sous-tâche supplémentaire, mais on ne peut pas le faire. Bon, tant pis, un suivi opérationnel en moins. Et mettez-vous à la place de votre pauvre product owner, qui, lui, a le cul entre deux chaises, entre l'équipe qui n'y arrive pas et le pilote transverse qui demande ses indicateurs quoi qu'il arrive. Et qui juge, en plus, ses indicateurs quoi qu'il arrive. Donc là, je pense que c'est un fail. On perd du temps, on n'y arrive pas. Et pire que tout, le jour où vous entendez Fanny, enfin, vous mettez votre prénom à la place de Fanny. Fanny, quand est-ce qu'on commence à développer? Là, c'est pas un bon signe. C'est qu'on a foiré quelque chose. Mais heureusement, vous n'êtes pas ce genre de pilote transverse. Et on va permettre à l'équipe de Lily de choisir son outil de suivi opérationnel. Toujours à condition, parce que stratégiquement, on a toujours besoin de suivre des indicateurs, de fournir des choses, consolidées aux pilotes. Donc allons-y. L'équipe se choisit un outil qui est assez sympa, qui est assez fluide, mais toujours pas de publicité. On va l'appeler Grelo. Et elle teste. Alors ça demande quand même une montée, pas en compétences, mais en prise en main. C'est pas forcément fluide. On se rend compte aussi de la difficulté, de l'importance d'avoir un workflow qui se tient. C'est pas n'importe quoi. Dans Girafe, on coupera en montage. Dans Girafe, c'est peut-être quelque chose d'assez visuel. Dans Trello, Grelo, c'est un petit peu moins. La fatigue. Donc, sur l'outil, l'équipe arrive à proposer petit à petit des améliorations. Et comment elle peut faire ça? Parce qu'elle a la main sur son outil opérationnel, parce qu'elle est maître de ce qu'elle fait, parce qu'elle peut tester des choses, les approuver ou les désapprouver, bien entendu, mais elle va vite se dire si c'est OK ou pas. Et dans ce cas-là, en tout cas c'était notre cas, nous, dès la deuxième itération, on s'est rendu compte qu'il nous manquait un état, qui était les tests d'accessibilité. Et ça tombe bien, parce que Lily, elle avait en plus une casquette là-dessus, donc elle va pouvoir aider le testeur officiel de l'équipe à faire les tests d'accessibilité. Donc en faisant ça, on a mis un pied
supplémentaire dans la motivation de l'équipe. Elle a été entendue, elle a pu se sentir légitime à tester, à innover quelque chose. Là, on parle d'un outil de suivi, mais comme elle a eu le droit de le faire, qui vous dit que quand on va parler stack technique, quand on va parler nouvelle archi, quand on va parler de refactoring, elle ne va pas justement laisser libre cours à son imagination pour fournir la meilleure qui soit derrière. Ce sentiment de légitimité est très important. Et enfin, de la confiance aussi pour innover et tester. Donc bravo, en tant que pilote transverse, vous avez rendu une deuxième clé à votre équipe. Troisième scénette. Au bout de la troisième itération, malgré tout ce qu'on vient de mettre en place, malgré le fait qu'on pense être dans la meilleure organisation possible, l'équipe rencontre des bouchons, justement sur l'étape de test. Et c'est un petit peu logique. Le testeur qui jusque-là assurait les tests d'une développeuse, maintenant il en a deux en face. Donc l'équipe se pose la question, pourtant, de notre point de vue, on est organisé de la meilleure façon qui soit. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, dans l'équipe Scrum de Lily, il n'y a pas de Scrum Master. Donc peut-être qu'il y a ce manque de connaissances-là. Heureusement, dans l'entreprise de Lily, il bénéficie d'un coach agile. Oui, parce que le coach agile est souvent tout seul dans certaines missions pour l'entreprise, les directeurs, les managers et l'ensemble des équipes. Donc Lily va avoir le coach agile. Vous avez la casquette de coach agile? Il y en a qui miment. Et on choisit par rapport à la demande de l'équipe, aide-nous sur ce truc-là, on a un problème sur l'étape à tester. On se positionne en tant que référent. On sait qu'il y a des choses qui ont fonctionné dans d'autres équipes. On a suffisamment d'expérience et de vécu pour le savoir. Donc on conseille à l'équipe de faire un maximum de tâches en parallèle. Ou on va prendre le temps de faire s'inspecter l'équipe de Lily et de voir quel pourrait être le ou les façons de faire, là où les façons de faire pour s'en sortir. Qui choisit le premier de conseiller un maximum de tâches en parallèle? C'est facile, vous avez la solution. Merci à monsieur Sadik ici. Et vous êtes tous persuadés qu'il faut prendre le temps du coup de faire s'inspecter l'équipe. Ouais, mais en vrai, vous êtes débordés, vous n'avez pas le temps et vous vous intéressez pas au truc plus que ça. Donc, vécu. On va dire à l'équipe, débrouille-toi avec ça. Et nous, à l'époque, en tant qu'équipe, on a mal interprété le maximum de tâches en parallèle. Et c'est normal, on débutait. On a compris ça comme maximum 2 tâches en parallèle par personne. Et vous allez voir pourquoi c'est pas bon. Donc on regarde notre backlog. Déjà, clairement, on sait que c'est pas bon. Il y en a qui sont sur 3 tâches. Donc on va réduire. Et qu'est-ce qui se passe logiquement et humainement parlant quand vous devez réduire votre nombre de tâches en parallèle? Vous allez vous focuser sur votre expertise. Et Lily, elle n'a pas été embauchée pour faire des tests. Lily, elle a été embauchée pour faire des devs. Donc elle va arrêter de tester et d'aider son testeur. Donc le temps file, on pensait avoir compris, on se dit cool, on écoute le coach agile, on va devenir super bon en agilité. Et puis, quelques temps après, qu'est-ce qui se passe? Le problème, il n'est plus sur la colonne à tester. Le problème, il est sur le testeur. C'est lui, c'est de sa faute si ça avance pas. C'est lui le point bloquant. Alors en vrai, je ne vous le souhaite pas, parce que quand il y a de la méfiance qui se crée dans l'équipe, c'est déjà limite trop tard. Mais c'est ça qui se passe de temps en temps. Donc non, on ne va pas laisser l'équipe se dire on est nul, on n'a rien compris, parce qu'après tout, c'est le coach agile qui nous l'a dit. Donc si ça ne marche pas, c'est que c'est nous qui sommes nuls. Non, on ne va pas les laisser penser ça. Vous n'êtes pas ce genre de coach agile. On va prendre le temps d'aider l'équipe et on va faire une pause pour ceux qui pratiquent la rétrospective et pour ceux qui se la font un petit peu voler de temps en temps parce que ce n'est qu'une réunion où on se plaint. Non, ça a son importance et vous allez voir pourquoi. Donc on va venir, en tant que coach, comme un support. Oui, on en a vu des vertes et des pas mûres. Oui, on sait ce qui pourrait fonctionner ou pas. Mais l'important, c'est de l'adapter à l'équipe qui en a besoin de cette solution. Donc oui, on va présenter ce que c'est le VIP, le Work in Progress, le maximum de tâches en parallèle. Et c'est surtout pas par personne, mais par état du produit. Comme ça, on n'empêche pas l'entraide. Lily pourra toujours aider son testeur sur les tests d'accessibilité. On va parler
de définition du ready, du prêt? Est-ce qu'on a suffisamment les bonnes choses clés en main pour aider finalement notre testeur après, par la suite? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire en amont avec lui, plutôt que de les laisser prendre tout ce qui est réalisé et de le tester dans son coin? On va parler qualité. Il y a plein de choses dont on peut parler et présenter à l'équipe. En tout cas, vous voyez bien qu'il y a un transfert de connaissances, d'outils, de process à donner à l'équipe pour qu'elle-même ensuite choisisse sa ou ses solutions. Et pareil, on teste. On peut approuver, on peut désapprouver. Mais on teste vite, fail fast, et on se rencontre vite si c'est bien la solution qui est adéquate. En l'occurrence, nous, très clairement, on n'aidait pas du tout notre testeur. On n'écrivait pas du tout nos tests passants ou non passants dès le départ. Du coup, on cumulait des développements avec des tests unitaires plus ou moins performants. Et lui, on le laissait sans test automatisé, sans test préécrit. Donc forcément, ça s'accumulait chez lui. Bref, prenez le temps de faire des rétrospectives. Mais utiles, vous râlez et après, vous trouvez des solutions. Donc là, on vient de mettre une petite graine dans l'amélioration continue de l'équipe, parce qu'il y a l'amélioration continue du produit, mais aussi de l'équipe, comment elle interagit, quels outils elle utilise, les process, etc. Et encore une fois, vous lui donnez la légitimité de tester par rapport à ce qu'elle vit en vrai, pas par rapport à ce que lui dit un coach agile. Donc bravo, coach agile. Vous pouvez vous reconvertir, hein. Vous avez vu, vous êtes d'excellents coach agile aussi. Troisième clé rendue à votre équipe. Le temps passe. Parfait. Le temps passe. On arrive à une daily un peu proche de ce qu'on appelle la revue d'itération. Donc c'est le moment où on va venir raconter notre itération. On va venir aussi démontrer ce qu'on a réussi à faire et on va prendre du feedback dessus. Et la daily d'avant, Lily, elle est super contente. Tout ce qu'elle pensait devoir prendre en charge, elle a quasiment terminé. Bon, ok, c'est que des petites fonctionnalités, hein, des buts. Ça n'apporte pas forcément beaucoup de valeur, mais elle est contente, elle va avoir un indicateur de performance individuelle au top, et ce, dès les premières itérations. Sauf qu'en face, vous avez Jack et Chris qui, eux, galèrent un petit peu sur la fonctionnalité qui avait été absolument demandée par l'utilisateur final, et qui est donc très attendue. Donc ils remontent leur galère, et je ne sais pas si vous connaissez un petit peu comment ça se passe, les daily en Scrum, c'est... Qu'est-ce que tu as fait hier qui aide l'équipe à atteindre l'objectif de sprint? Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui qui aide l'équipe à atteindre l'objectif de sprint? Et quels sont tes blocages, les possibles obstacles? Et puis voilà, on a fait le tour. La daily se termine. On va se mettre à la place de Lily. Vous mettez votre casquette de développeur et développeuse. J'espère que ce n'est pas trop dur. Et qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Est-ce qu'on se concentre sur nos propres tâches, on aura un super KPI et on aura peut-être une augmentation RH à la fin de l'année? Ou on décide de prêter main forte à la hauteur de ce qu'on peut faire et de nos connaissances au reste de l'équipe? Qui choisit le 1? Ouais. Et en vrai, qui applique vraiment le 2? Je suis fière de vous. Petite anecdote, le nombre de fois où, quand je suis intervenue dans une équipe, peu importe, hein, en dev, en archi, en Scrum Master, j'ai entendu « Non mais Fanny, moi dans mon contrat, il n'y a pas écrit que je dois aider l'équipe. » J'ai les poils qui se hérissent encore. Donc, on va se concentrer sur nos propres tâches. Et on a bien fait, parce qu'à la répétition de la démonstration, vous faites des répétitions de démos? Il n'y a pas grand monde qui a plus de 35 ans, mais l'effet Bonaldi, vous connaissez? On évite, on essaye de répéter, ou en tout cas, on s'assure que là, on va faire la démonstration, ça se tient. Et même si c'est sur votre environnement de dev, à la rigueur, c'est mieux qu'un PowerPoint. Mais bref, on répète. Et Lily, elle est super contente. Regardez tout ce que j'ai réussi à faire. On va pouvoir montrer ça à l'utilisateur. Ouais, c'est cool, on a changé la couleur d'un bouton. Ouais, c'est bien, on a changé le menu. Bon. Et vous, Jack et Chris, nous, on est super frustrés parce que, comme on vous l'a dit en délit hier, on va pas arriver à sortir le truc. Oh, merde, la vache, c'est ce qu'on voulait montrer aux clients en priorité. Donc en fait, là, il y a double frustration. Il y a votre équipe qui est frustrée parce qu'on ne va pas livrer la réelle valeur. Et vous avez Lily qui a bossé comme une dingue sur ces trucs, qui a fini et qui n'a aucune reconnaissance de son travail. Donc ça non plus, je ne vous le souhaite pas.
vous n'êtes pas ce genre de développeur et de développeuse. Vous allez être à l'écoute de vos petits collègues et vous allez les aider comme vous le pouvez. En l'occurrence, la fameuse daily où Jack et Chris ont demandé de l'aide. Je ne sais pas si vous avez vécu ça, des daily en présentiel. On est tous dans la même salle, donc entre 7 et 8 personnes. Quelqu'un dit « j'ai besoin d'aide là-dessus » et que tout le monde... Bon bah non, on ne fait pas ça. Au contraire, on est à l'écoute et on dit bah ok, si vous voulez, moi je peux regarder, j'y connais rien en bac, les tests que vous faites, bof bof, mais je peux vous aider. Des fois, un simple regard extérieur, le simple fait de discuter même, si ça se trouve, Chris, ça va expliquer son problème, et je ne sais pas si ça vous le fait, mais en expliquant, ah oui, mais c'est là que ça ne va pas. Bref, aider un maximum. Là, en l'occurrence, nous, ce qui s'était passé, c'est que Lily avait pris les corrections de tests remontés par Jack, les plus basiques qu'elle pouvait faire, pour laisser justement à Jack le temps de tester les fonctionnalités les plus importantes et à Chris de finir les fonctionnalités aussi les plus importantes. Et on y est arrivé. Principe de solidarité, d'entraide, je ne vous la refais pas, mais c'est ultra important dans une équipe. Savoir qu'on peut aller au front en commun. Et là, on va parler d'objectifs communs. C'est cool les KPI individuels, mais au niveau RH, il y a des choses super intéressantes qui sont faites justement pour faire de la reconnaissance collective. Et dans l'agilité, c'est un petit peu vers ça qu'on va. Donc ne perdez pas espoir. Donc bravo, en tant que développeur et développeuse, vous avez rendu une 4e clé à votre équipe. Maintenant qu'il y a quelque chose à montrer, alors il n'y a pas les 4 fonctionnalités qu'on voulait, mais il y a les 3 principales. Le product owner va prendre rendez-vous avec le client. Vous avez la casquette de client et vous dit, on a besoin de voir si on est aligné, si ça te convient ce qu'on a produit lors de cette itération. Nous, clients, on va choisir, les gars, moi je suis sur 50 projets, je vous fais confiance, on se donne rendez-vous quand il y aura beaucoup plus de fonctionnalités de prêtes, comme ça on valide tout d'un coup, ok? Ou bien, ok, je fais une petite pause, mais vite fait, et on voit si c'est ok ou pas, et on passe à la suite. Comment ça se passe vos démos chez vous? Qui choisit le 1? Ouais, vous avez déjà entendu ça? Qui choisit le 2? C'est bien. On va le voir pourquoi. Bon, mais on va faire confiance parce qu'on n'a pas le temps. Donc, on passe d'un backlog de 3 fonctionnalités à démontrer à 18 fonctionnalités. Donc forcément, on va passer un petit peu plus de temps qu'un quart d'heure. On va réserver les 3 heures de l'après-midi. Et on montre ce qu'on a produit au client. Et là, le client, vous en l'occurrence, vous n'êtes pas du tout content. C'est quoi ce navigateur? Il y a une note interne la semaine dernière, vous ne l'avez pas vue, c'est plus du tout supporté. Et puis ce menu, c'était pas du tout comme ça qu'on voulait. Et puis ça non plus. Et puis les couleurs, bon ok, c'est ce que j'avais demandé dans la spec, mais vous voyez bien que ça fait moche. Donc, on se retrouve d'une backlog de 18 fonctionnalités où on pouvait appuyer sur le bouton Go to Prod à un backlog de 28 corrections, évolutions, et il n'y a rien qui peut partir en prod. L'état de l'équipe, à votre avis? On est un peu frustré, on a l'impression de faire de la fausse agilité, et c'est pas qu'une impression d'ailleurs, c'est vrai. Si le client ne se rend pas disponible régulièrement, à quoi bon? Donc c'est pas ce vers quoi on veut aller, et vous aviez raison, il fallait faire le second choix. Avoir des échanges plus nombreux et plus constructifs. Donc dès la première itération, on va accepter de passer 10 minutes, un quart d'heure. Si vous n'avez pas beaucoup de choses, une itération d'une semaine, vous n'allez pas non plus délivrer 50 milliards de choses. Mais juste, alignez-vous avec le client. Ok, le menu, c'est pas bien. Et bien, dès la prochaine itération, on le met au bon endroit. Là, le client, il sent écouter en plus. Donc, vous allez voir que petit à petit, il va adhérer à l'équipe, etc., etc. Donc là, amélioration continue du produit, c'est très clair. On n'attend pas 6 mois pour faire de l'amélioration continue, sinon c'est pas continu. On partage enfin une vision commune, c'est-à-dire qu'on y va tous ensemble, pas que l'équipe. L'agilité, c'est pas que pour l'équipe, c'est pour tout le monde. Il y a un principe d'adhésion à l'équipe dont je vous parlais, un truc assez sympa qui se faisait un petit peu plus dans le monde d'avant pour le coup, mais plus on travaille ensemble, et plus il y a un rapprochement du client par rapport à l'équipe. Et c'est physique, c'est-à-dire que nous, au final, il s'installait dans le bureau, et il se passait un truc magique. Quand on avait une question, vous savez ce qu'on faisait? On levait la tête et on lui posait. Et il nous répondait. Et on était alignés. 3 secondes. Enfin, l'engagement de l'équipe. Il n'y a plus la frustration de tout à l'heure de se dire mais à quoi on sert? Là, on voit l'utilité
directement. Donc bravo, une 5e clé donnée à votre équipe en tant que client. Je ne l'ai pas précisé, mais bien entendu, le client, il faut qu'il se fasse accompagner lui aussi. On n'accompagne pas qu'une équipe de dev dans une transformation. Spoiler alert, ça ne sert à rien, on va dans le mur. Il faut aussi accompagner tous les acteurs autour, dont le client. C'est cool, on a validé ça avec le client, maintenant, il faut qu'on aille en prod. Donc on prend un petit rendez-vous avec notre équipe exploitante. On lui dit, voilà, on a tout packagé, il n'y a plus qu'à, comment ça se passe? Vous avez votre casquette d'Ops. On va choisir d'inscrire effectivement le package au prochain tir de livraison de la DSI, dans 15 jours. Et encore, je suis vraiment sympa, des fois c'est pire. Ou bien, et c'est un peu ambitieux, on va accompagner l'équipe dans le principe du déploiement continu. On n'en est pas là dans les entreprises la plupart du temps. Moi, j'admire. Moi, généralement, quand on m'appelle sur une mission, c'est qu'on galère. Donc, je ne suis clairement pas dans la partie 2. On va inscrire le package dans le prochain tir de livraison, dans 15 jours. Donc, on est content, confiant. On repart sur le code source qui va partir dans 2 semaines, mais on s'en fiche, on sait que c'est lui qui va être bon. On commence à travailler une première semaine. Et puis, la 2e semaine arrive le jeudi de la livraison. Ça me fait des frissons. Pour certains, c'est peut-être le mercredi de la livraison. C'est rarement le vendredi de la livraison. Et encore que, normalement, quand c'est bien fait, on pourrait. Et là, vous êtes l'Ops. Vous prenez votre package, enfin tous les packages de la DSI, dont celui de l'équipe de Lily. Il est 20h, parce que bien sûr, on ne livre pas en prod dans la journée, au risque de la casser. Et vous commencez à faire la livraison. Juste le déploiement. Et juste les tests d'intégration. Et juste tout ce que vous avez à faire pour livrer en prod. Et qu'est-ce qui se passe? À 20h03, paf, la livraison. Qu'est-ce qu'ils m'ont foutu, ces devs? Et puis moi, je ne suis pas dev, donc les logs, j'ai même pas envie d'aller les regarder. Ça se trouve, c'est du fonctionnel. J'ai pas le temps d'aller corriger des choses et j'ai pas la responsabilité de devoir le faire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas s'il y en a certains qui ont déjà fait de l'exploitation. On met de côté le package qui ne va pas. On ne met surtout pas en péril la livraison du reste des packages de la DSI. Et qu'est-ce qui se passe le lendemain matin, à 9h03? L'équipe récupère son package en feu. Et forcément, ça devient la nouvelle priorité. Donc, ils laissent tomber ce qu'ils étaient en train de faire. Et ils se mettent sur le package. Et eux, ils ne sont pas Ops, donc ils ne savent pas non plus lire toutes les logs qui montrent comment, pour débugger leur package et son déploiement. Et pire que tout, ils se rendent compte que peut-être les sources sur lesquelles ils sont en train de travailler depuis 15 jours, peut-être que ce n'est pas les bonnes, du coup. Peut-être qu'il va falloir faire des modifications. Et là, l'erreur humaine, même si vous avez un bon workflow de versionning, il va falloir encore plus se concentrer pour faire tenir tout ça. Donc là, vous le voyez, le mur du conflit, c'est assez criant. Mais on n'est pas ce genre d'exploitant. Alors je peux le faire en R... c'est mieux avec l'image. On n'est pas ce genre d'exploitant. Et on va prendre le temps d'accompagner, et d'ailleurs de se faire accompagner, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais l'Ops, c'est pas normal qu'il soit mis de côté quand on fait une transformation. Donc on va fluidifier les déploiements, et ça va aller par étapes. C'est pas un Big Bang. Qu'est-ce qu'on veut, nous? Et en tant qu'Ops, et en tant qu'équipe de dev, on veut une production magnifique, qui brille. Pour ça, on va se pencher tous ensemble dessus. Et on va voir ce qu'on peut mettre pour fluidifier et garantir cet état stable de production unique, magnifique. On va parler plateforme d'intégration continue. On va peut-être même mettre des droits d'admin aux développeurs sur cette plateforme, à condition de les former. On va parler continuous integration, continuous deployment. Les tests d'intégration, peut-être qu'on ne va pas attendre de les faire en production, après que le package soit livré. Non, on va l'inclure peut-être à la définition du OK, la definition of done, pour dire, voilà, au moins ça, c'est déjà passé, et garantir un peu plus le package. On va parler niveau de qualité, etc., etc. Bref, on va vraiment inclure la partie Ops
à l'équipe de dev. En faisant ça, on permet une couche supplémentaire à la soi-disant multidisciplinarité. Pardon, il faut que je trouve un autre mot, c'est trop dur à dire. Donc les multisachants de l'équipe, on va encore plus loin parce que ça ne suffit pas de dire ça marche sur mon poste de dev. Le principe d'entraide, encore et toujours. Et surtout, on va responsabiliser tout le monde sur le principe de production, le maintien en conditions opérationnelles de production. Quitte à faire vivre des livraisons à des développeurs, ça fait du bien, un petit vie ma vie, pour voir comment ça se passe réellement. Et là aussi, quand tout se passe bien, et moi j'ai eu la chance une fois de le vivre, c'est qu'on avait carrément un Ops dans l'équipe. Il ne nous était pas dédié, mais il participait à tous nos événements, ce qui fait qu'il était au courant de tout, ce qui fait qu'il avait le droit de partir en vacances aussi, parce que du coup il nous avait donné les billes pour faire les actions qu'il faisait. Donc les Ops, je vous le dis, si vous voulez partir en vacances, faites un peu d'agilité. Bref, vous avez rendu une dernière clé à votre équipe. Ce qu'on a vu jusque-là, c'est que du coup, peut-être qu'il faut prendre le temps d'accueillir, d'intégrer les membres d'une équipe agile. Peut-être qu'il faut prendre le temps de tester les façons de faire, les outils, les process. Prendre le temps de se poser, de réfléchir à comment mieux créer, réaliser, tester. Donc on va parler process, outils, mais pas que, interaction aussi. On va prendre le temps d'écouter l'équipe, ses appels à l'aide, formulés ou non formulés. Vous avez des choses, quand quelqu'un vous dit 5 jours de suite, oui, tout va bien, petite alerte, essayez de voir si on ne peut pas l'aider quand même. Prendre le temps de donner du feedback sur ce qui est fait et de manière constructive, toujours bienveillance, construction. Prendre le temps d'optimiser sa chaîne de valeur depuis l'idée jusqu'à l'après-production. On ne s'arrête pas une fois que le package est livré. Et si possible, c'est la même équipe qui fait le après-prod que le avant-prod. Finalement, c'est peut-être la moralité vraie, c'est peut-être de prendre le temps. Donc finalement, l'agilité, ça appartient pas qu'aux développeurs et développeuses, mais on a toutes et tous un rôle à jouer pour permettre à l'équipe d'être agile. Là, j'ai pris des rôles qui, si vous voyez, ne sont pas tous agiles d'ailleurs, mais qui ont un intérêt à participer. Ça aurait pu être plein d'autres rôles. D'ailleurs, je vous invite à m'en faire part si vous avez des petites anecdotes là-dessus. Je suis Fanny Cloak, je suis accompagnatrice agile chez Abside, co-créatrice de TADX, Tours Agile et DevOps Experience, qui sont des meet-up mensuels à Tours. N'hésitez pas à venir si vous êtes intéressés. Et je suis Lily. Merci beaucoup, et encore plus aujourd'hui, prenez le temps.